Je donne la parole à Estíbaliz Ania Valle-Ruiz de Garibay, qui est enseignante à l'Université du Pays Basque, qui est chercheuse en théâtre à l'époque de la Révolution française et notamment sur Olympe de Gouges. Cette fois-ci, à la proposition de Juan Ibeas, qui est son directeur de thèse, elle a travaillé sur El sí de las niñas de Moratín, un de nos plus grands dramaturges classique en Espagne, vu comme un hommage à l'école des mères de Marivaux. Je lui cède donc la parole. Merci beaucoup Lydia et merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité de participer à ces colloques sur Marivaux. Donc voilà, effectivement, comme Lydia vient de dire, je veux parler sur l'influence de l'intrigue de l'intrigue de l'école des mères de Marivaux sur El sí de las niñas de Moratín. Et parce que toutes les deux pièces visent à critiquer le mariage arrangé de jeunes filles. Donc voilà, nous allons analyser comment cette intrigue marivaudienne a été passée en un contexte hispanique de presque un siècle après. Donc, ok, ouais. Et alors, les deux œuvres s'inscrivent dans l'esprit des Lumières de leur pays respectifs. Marivaux écrit L'école des mères en 1732, et à une époque où les nouvelles idées des Lumières commencent à remettre en question l'ordre ou les normes traditionnelles de l'Ancien Régime. Et sa comédie, en un acte créé par les comédiens italiens, soulève avec subtilité des débats éducatifs et sentimentaux et caractéristiques de ces siècles de Lumière. Et de son côté, Moratín avait conçu El sí de las niñas tout au début du XIXe siècle, en 1806, lors du déclin des Lumières espagnoles, et cherchait avec sa pièce les bonnes mœurs et de corriger les vices de la société de son époque. Le dramaturge, poète et traducteur espagnol, qui était fils aussi de l'écrivain Nicolas Fernández de Moratín, est surtout connu pour ses pièces théâtrales et marqué par un esprit éclairé, dont El sí de las niñas, comme on verra. Et il critique les abus sociaux et défend la raison et l'éducation. En fait, il entretenait aussi une relation assez étroite avec la France, et dont il admirait la culture et même adoptant les principes du théâtre classique français. Son engagement en faveur de réformes éclairées et son soutien à Joseph Bonaparte lors de l'occupation napoléonienne obligèrent l'auteur à s'exilier en France après la chute du régime. Voilà. Oui, ok. Donc, dans la France du milieu du XVIIIe siècle et l'Espagne du début du XIXe, c'était des siècles imprégnés par un rationalisme éclairé, ce qui explique que les deux comédies partagent ce même objectif didactique, c'est-à-dire réformer les coutumes arriérées et patriarcales. Quant aux intrigues, elles relèvent de nombreuses similitudes. D'un côté, l'école des mères nous présente Angélique, à qui sa mère, Madame Argente, veut marier à un homme riche et âgé, Damy. Quel jour convenable. Mais Angélique aime un jeune homme, Eraste, qui est le fils de Damy, avec qui elle échange des lettres. Voilà. Après quelques rencontres et allées et venues, la vérité sur l'amour entre Angélique et Eraste est découverte, et leurs parents finissent par accepter leur union. De l'autre côté, dans El sí de las niñas, Moratín nous découvre l'histoire de Doña Paquita, une jeune fille de 16 ans qui va être forcée par sa mère, Doña Irene, à épouser Don Diego, aussi un homme beaucoup plus âgé qu'elle, riche et respectable. Et même si elle est représentée comme soumise, Paquita, elle aime en secret un jeune officier, Don Carlos, qui n'est autre que le neveu de Don Diego. Lorsque ce dernier découvre l'amour entre les deux jeunes, il renonce diligemment à épouser Paquita pour favoriser leur bonheur. Donc on peut voir, les similitudes sont claires entre les intrigues et les personnages des deux œuvres.
Et donc, oui, ok. Alors, voilà, comme parallélisme clé, on peut, on peut trouver, voilà, et que les mariages arrangés, c'est au centre de l'histoire et ils sont tous motivés par la convenance économique. Et quant aux jeunes filles, et bien qu'elles sont présentées comme des filles soumises, et elles découvrent la liberté, non, à travers l'amour véritable. Et aussi, les mères partagent ce qu'elles veulent de ces mariages, c'est l'intérêt économique qu'elles peuvent en tirer. Et aussi, non, on suggère les risques de la stérilité, non, ou le malheur qui peut nous apporter les mariages arrangés. Et les héroïnes, elles ont aussi en commun qu'elles finissent par désobéir l'ordre maternel et finalement, elles sont heureuses. Elles découvrent le bonheur, hein, à travers l'amour. Et, ok. Et donc, au-delà des parallélismes de l'intrigue, la construction des personnages, elle relève également des correspondants assez frappantes. Non? Les dramaturges conçoivent une distribution de 6 figures au rôle analogue. Non? On peut distinguer notamment les protagonistes, voilà, les jeunes filles, Angélique et Doña Francisca. Elles sont élevées dans une éducation tournée vers l'obéissance. Et toutes deux, non, ont été formées à la discrétion et à la soumission, mais relèvent ensuite leurs véritables sentiments ou leur vraie pensée. Et toutes deux font preuve d'une grande dignité à la fin parce qu'elles se relèvent contre la figure de leur mère et elles refusent de marier la personne à laquelle elles étaient destinées. Voilà. Et on peut trouver aussi les mères, Madame Argent et Doña Irene. Et ce sont des mères autoritaires qui imposent les mariages à leurs filles en raison de leurs propres intérêts, notamment des intérêts économiques. Et en plus, même une fois la vérité est révélée, elles réagissent avec indignation et colère. Mais finalement, encore, et les raisons par lesquelles elles acceptent les nouveaux mariages de leurs filles, c'est à cause des intérêts économiques et de bénéfices matériels qu'elles pourront en tirer de ces unions. De l'autre côté, il y a les personnes, les messieurs que les jeunes filles sont destinées à marier, et Monsieur Damis et Don Diego. Et dans l'école de mère, et Damis est un homme âgé, veuf et riche qui aime Angélique, mais qui finalement va renoncer à leur union quand il découvre que son fils est amoureux d'elle. Et dans l'essai de las niñas, Don Diego est aussi un homme riche et âgé et tente d'épouser Francisca. Et tous deux soutiennent d'abord les projets de mariage avec les jeunes filles. Et Dami promet de se marier avec honneur et Don Diego s'efforce de connaître la volonté réelle de la jeune fille. Mais finalement, tous deux se montrent généreux dans son esprit éclairé et ils déclarent qu'ils ne vont pas épouser une fille qui ne les aime pas. Donc, voilà, ils laissent les filles se marier avec leur véritable amour. Et quant aux jeunes amants, Eraste et Don Carlos, ils servent, pour ainsi dire, comme déclencheurs de la poursuivante libération des protagonistes. Et également, ils font confiance à leurs aînés, en son oncle ou son père, indépendant du cas, et pour résoudre ce conflit et pour pouvoir finalement marier la fille qu'ils aiment. On peut trouver aussi la présence des amies servantes, et Lisette et Rita. Toutes deux sont complices des amours de leur maîtresse et assistent à leur confidence. Et comme on pouvait s'y attendre, on peut aussi trouver la présence du valet français classique. D'un côté, on a Fronton et le valet de Madame Argent, et
et de l'autre côté, Simon et Calamocha, les domestiques de Don Carlos et Don Diego. Ces trois personnages apportent un contrepoint humoristique et rationnel à l'œuvre. Aux œuvres, pardon. Oui. Bon, en tout cas, malgré toutes ces coïncidences argumentatives, dans des aspects essentiels, le style de deux pièces est remarquablement distinct, reflétant des courants littéraires des époques respectives des auteurs. Marivaux a cultivé les marivaudages, un style caractérisé par la subtilité, l'ingéniosité linguistique et l'exploration des émotions. Et son théâtre évoque un monde plutôt éthéré, éloigné des préoccupations mondaines, même si elles sont tout à fait pertinentes aux préoccupations mondaines. Et alors, dans l'école des mères, tout cela s'est traduit par des dialogues plutôt pétillants, pleins d'ironie, où on a plutôt dans une atmosphère plutôt idéalisée, où la correction morale n'est pas tellement le moteur principal, mais bien l'éveil précoce du sentiment amoureux. Les sentiments sont une fin en soi-même, ce n'est pas les moyens. Tandis que dans le récit de las niñas, ça sera plutôt les cas comme on verra. Et en revanche, Moratín s'inscrit dans le néoclassicisme de Lumière espagnol, et c'est pour cela que ces las niñas adopte un ton plutôt réaliste, didactique et discursif. Et par exemple, on peut trouver une longue harangue de Don Diego sur l'éducation des filles. Don Diego, c'est le monsieur qui en principe doit épouser Paquita. Et il dit, ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña, enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. Las juzgan honestas, luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el ingenio no han de tener influencia en algunas de sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad, con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar, cuando se lo mandan, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos. Ya están bien criadas y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. Cette insistance moralisatrice, presque pédagogique, propre des illustrados, des éclairés espagnols, tranche avec la légèreté propre à Marivaux. Moratín respecte scrupuleusement les règles néoclassiques. 3 actes, unité des lieux, d'espace. Et confie à ses personnages de longues réflexions sur les normes sociales, les devoirs et la nature de l'amour. En résumé, tandis que la pièce de Marivaux effleure les péripéties du cœur jeune amoureux, la comédie de Moratín revendique les valeurs éclairées. Bien que les deux pièces soient sentimentales, c'est dans la pièce de Marivaux où les sentiments sont une fin en soi et pas un moyen. Tandis que dans Récit de las niñas, la pièce a une volonté de leçon publique et vise à réformer l'ordre social. C'est-à-dire, Moratín synthétise l'influence française dans un cadre qui lui est propre. Il reprend l'argument central, l'intrigue, mais le retravaille en l'adaptant au public espagnol d'une époque différente aussi à celle de Marivaux. Ce contraste stylistique souligne la capacité de Moratín à fusionner l'inspiration marivaudienne avec les exigences de la rigueur propre au néoclassicisme, alors dominant en Espagne. Et au début de l'exposé, on se demandait, on affirmait plutôt que Marivaux avait eu une influence sur Moratín. Et alors, en ce qui concerne cette présence de Marivaux en Espagne à cette époque-là, c'est sûr que même si Marivaux n'était pas l'auteur le plus traduit au XVIIIe siècle en Espagne, on ne peut pas nier qu'il était connu, on parlait de ses œuvres
Même si voilà, il n'y a que deux, en fait, il y a deux traductions de Marivaux à cette époque-là en Espagne. L'une, l'époque enfin, l'école des mères, en 1779, oui, 79, et l'autre, la Vida Consolada en 1801. Sinon, pour le reste, c'était des adaptations brèves des pièces de Marivaux. Alors, oui, pardon. Oui, donc, oui, je suis désolée, pardon. Donc, on peut conclure alors que la ressemblance approfondie entre l'école des mères et le Cid de las Niñas démontre que l'héritage de Marivaux est resté vivant dans les théâtres espagnols de Lumière, tout en gardant le style propre au théâtre néoclassique espagnol, comme par exemple cette insistance de didactique, non, et le ton plutôt grave del Cid de las Niñas, et face au ton plutôt léger de Marivaux. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire que Moratín prolonge cette tradition marivaudienne, mais non seulement en s'appropriant, mais aussi en nourrissant le théâtre espagnol de Lumière, en y introduisant de nouveaux débats moraux tout à fait pertinents, encore dans l'Espagne du début du 19e siècle. Merci beaucoup.